Et hop, une petite série de l'été. Salut tout le monde, comment ça va? Bulls, Nets, ou Nets Bulls d'ailleurs si je suis précis, oui. 2013. Voilà la série dont on va vous parler aujourd'hui avec Simon. Vous l'avez capté, c'est la petite série qu'on égrène tout au long de l'été avec Simon, on s'est fait plaisir. On a sélectionné quelques séries qui nous ont marqué ou sur lesquelles on a envie de revenir parce qu'il y a des trucs à raconter. On vous a déjà parlé de plusieurs séries, il y a les vidéos qui sont sur la chaîne si vous voulez aller les voir. On va garder le même plan, évidemment. Ouais. Contexte, où en sont ces deux équipes, à quel niveau de play-off on en est et tout. Ensuite, on fait les protagonistes, les joueurs qui n'étaient pas là, hein, oui. Qui manquaient, les coachs, les mecs qui sont sortis du banc. Exactement, les rotations, les Factor X et compagnie. Ensuite, on fait du match par match. Ouais. Alors, évidemment, il y a des matchs sur lesquels on s'attarde beaucoup plus que d'autres. Logique. Il y en a encore 7 d'ailleurs. Là, il y en a encore 7, évidemment. Enfin, pas évidemment, mais il y en a encore 7. Ouais. C'est vrai que les séries en 7, ça marque toujours. Souvent, les séries les plus marquantes sont en 7. C'est sûr que dans les séries de l'été, on va pas forcément vous faire beaucoup de sweep. Pas sûr. On pourrait, finale 95, Magic Houston, parce que rien que le Game 1 mérite genre une émission. Ouais. Entre Nick The Brick, Kenny Smith, machin, le type. Le match 1 dure 1 heure. Voilà, c'est ça. Après, évidemment, on passera par un petit top 3. Ouais. Bonne galère, celle-là. Je suis encore en train de mouliner sur le top 3. Là, je vous laisse faire, je vous laisse checker, aller checker les stats, les machins, les bouts de match. Vous verrez, bonne galère de faire un top 3. Et puis, on finira comme d'hab, morale de la série, avec conclusion. Qu'est-ce qu'on doit en retenir? Quelles sont les éventuelles conséquences de cette série, directes ou indirectes, pour les deux équipes? Et relié finalement à là aujourd'hui, donc juillet 2025, il y a des conséquences encore actives de cette série qui a elle est vénère. 12 ans. Ouais, elle a 12 ans exactement, c'est 2013. Bah tiens, voilà, on va partir. Le contexte, je te propose de te poser quelques bases, Simon, et puis quand tu as envie d'intervenir, tu me dis. On est en 2013, on est au premier tour de play-off. Ouais. D'un côté, tu as les Nets qui ont fait un bilan de 49 victoires, qui sont 4e du coup de l'Est et qui affrontent le 5e, les Bulls. Ces Nets sont quand même favoris de ce premier tour, l'avantage du terrain. Je vais parler des Bulls après, mais ils ont gagné donc 49 victoires, donc c'est vraiment pas mal. Ils ont plusieurs joueurs très solides sur lesquels on va revenir. Ils ont une attaque qui a très bien marché pendant toute la saison régulière. J'ai regardé, ils étaient classés 6e en offensive rating sur la longueur de la saison, avec une défense un peu average, mais une défense qui a quand même proposé, average, quoi, donc qui est quand même un peu capable, sous la houlette d'abord du coach Avery Johnson. C'est important d'en parler dans le contexte, mais à 14 victoires, 14 défaites, juste le jour de Noël ou le lendemain, les Nets vont virer Avery Johnson et vont prendre PJ Carlesimo pour qu'il s'occupe de la suite. Ils iront jusqu'à 49 victoires, 4e de l'Est. Ils sont en place. On va venir sur l'effectif derrière. D'abord, on va venir sur leur adversaire, qui, même s'il n'est pas favori, a d'autres plans. Et là, on est sur les Bulls en 2013, coachés par Tom Thibodeau, mais surtout, ce sont des Bulls orphelins de Derrick Rose. Ouais. Derrick Rose qui vient de faire une saison blanche après s'être fumé le genou tout seul en transition sur un appui au premier match des playoffs 2012 contre les Sixers. Premier tour. Donc les playoffs précédents. Et derrière, la saison 2012-2013, elle est blanche. Elle est blanche un peu bizarre en plus, dans le sens où à plusieurs reprises dans cette saison, on se dit il va revenir, ça y est, il est prêt, il va revenir Derrick Rose. En fait, il ne revient pas. C'est vrai qu'il y a tout au long une espèce de serpent de mer, le retour de D. Rose. Ça va venir, il va jouer. Poussé un peu par le marketing aussi, c'était mis en scène, les vidéos où il revient. Là, les médias, on en a envie, machin et tout. Et en fait, il va pas revenir. Ouais. Les Bulls vont quand même gagner 45 matchs. Donc vont faire 5e de la conférence S, équipe, on va en parler, solide, basée sur une bonne grosse défense qui rigole pas. Évidemment, en l'absence de Derrick Rose, un peu plus limité offensivement. On va parler de tout ça. Même, évidemment, on va parler, l'attaque, elle est un peu poussive et tout. Par contre, énergie, hustle, défense, rebond, détermination, c'est vraiment une Thibodeau team. C'est ce que j'allais dire. C'est une Tom Thibodeau team. Les mêmes team. avantages et les mêmes inconvénients. Les mecs jouent 54 minutes par match, même si on en a 48. Ça défend, c'est un groupe très soudé. Ils sont là. Ils sont là. Là, ça c'est pendant la série. On voit, je vous mets cette photo parce que qui on voit là au fond, Derrick
en costard. Jeunot, le Derrick. Ouais, on rappelle, c'était le plus jeune MVP de l'histoire. Donc là, il a qu'un an de plus finalement. On voit du Nate Robinson, on voit du Marco Benetti numéro 8. Là, ici, Nate, qui va être important cette série. Joachim Noah, pivot et central dans cette série. Tête de proue. Taj Gibson. Boozer est pas sur la photo. On va parler de lui évidemment après. Mais effectivement, Thibodeau Team, à l'ancienne, on y va. On envoie du sale. Tiens, je mets une autre photo tout de suite. Tiens, allez, on se fait plaisir. Boum. C'est ça. Le voilà, Tommy. Et le Young Jimmy Butler. Young Jimmy Butler avec Carlos Boozer. Là, il est en train de leur dire « Les gars, vous donnez pas assez. Là, faut envoyer. Là, faut courir. » C'est ça qu'il est en train de leur dire. C'est sûr et certain. Donc, voilà le contexte. C'est un premier tour entre un 4e et un 5e. Mais on ne l'a pas choisi au hasard. C'est une série moi, que je trouve absolument incroyable. Pour la petite histoire, je l'ai vécu en direct quasiment tous les matchs. C'était les tout débuts de Trash Talk. C'était les premiers playoffs de Trash Talk. C'était les playoffs 2013. C'était la première fois que Trash Talk, en tant que tout jeune média à l'époque, couvrait les playoffs. Et je me rappelle, j'avais mon frangin à la maison pendant les playoffs qui en a absolument rien à faire du basket, enfin bref, voilà et tout, et qui était là, il regardait, il y avait des matchs à des heures correctes et tout, il me fait mais attends, c'est ça. Le gars là, voilà, bref, on va parler de Nate Robinson dans cette vidéo évidemment, mais c'est une série assez incroyable. Mais ça joue pour ceux qui l'ont vu à l'époque. Effectivement, il me semble que c'est dans un des top 10. C'est quoi? C'est les matchs à voir avant de mourir ou les trucs préférés de playoff. Enfin, tu la cites à un moment et Bastien est un peu surpris, mais t'expliques quand même que toi, elle t'avait marqué tout. Incroyable. Pas mal de gens ont été marqués par cette série et notamment parce que elle est trop de trucs que j'ai kiffé. Et des matchs diffusés tôt. Conférence S plus dégage. J'ai le souvenir d'avoir vu un match avec un pote. Honnêtement. En plus, c'est l'été et tout. J'ai l'impression que quand le match commence, il faisait encore jour, tu vois. C'est le printemps. Ouais, et qu'il y a un match qui doit débuter à 22h. Ou même avant. Des trucs comme ça. Toujours contexte, si Trash Talk aussi commence par, à ce moment-là, ses premiers playoffs, je rajouterai un truc sur les Nets. C'est les premiers playoffs à Brooklyn. Oui, c'est vrai. Des Nets. C'est vrai. Les Nets ont été créés, déménagent en 2012 à Brooklyn. Font une première saison où ils transfèrent. Enfin, c'est pas quoi. Il y a déjà Deron Williams et Brook Lopez, Joe Johnson, je crois, la première saison. Là, j'ai un doute. C'est la première saison nette. Bon, mais en tout cas, ils font pas les playoffs tout de suite. Ils ont une première saison. Et les premiers playoffs sont ces playoffs-là. Et ils sont quand même déjà, entre guillemets, 4e. Exactement. Et c'est parce qu'ils ont déjà une équipe forte. On en arrive gentiment au protagoniste. Je te commence de commencer par les Nets. Laisse-moi une seconde. Je vérifie tout de suite. Les playoffs 2012, ils sont pas dedans. Et je vais juste vas-y, vérifie. Non, je vérifie au niveau du casting. Brooklyn Nets 2012. Parce que tu te rappelles, il y a le drama. Ils sont censés faire venir Melo, Dwight Howard. Non, mais la terre entière est censée aller chez eux. Saison. Et donc l'année là, ils sont 12e. Ils font 22-44. Donc une vraie progression. Non, grosse progression. À part du projet. Et il y a. Tac. Alors il y a effectivement Deron Williams, ça arrive en cours de saison. C'est Joe Johnson, je pense, qui arrive à l'été. Et Gerald Wallace aussi, non? Et Gerald Wallace. Ouais. Parce que voilà, les protagonistes, on vient de transitionner doucement le contexte, vous l'avez. On est sur une série, on est sur un premier tour de play-off. On ne sait pas trop à quoi s'attendre. Les Nets sont favoris. Les Bulls vont opposer une sacrée putain de résistance, on va en parler. Et au niveau protagoniste, c'est ce que vient de vous dire Simon. On a ces nouveaux Nets, mais c'est des nouveaux riches de la NBA, ces Nets. C'est-à-dire qu'ils arrivent, boum, bonjour. Donc ils ont pièce centrale qui est certainement et clairement leur meilleur joueur de la saison régulière, qui est All-Star cette année-là, Monsieur Brook Lopez, clairement. Tu as un starting five, Deron Williams, j'ai toujours kiffé Deron Williams, après Deron Williams du Jazz était extraordinaire. Deron Williams, là il est encore bon, hein. C'est encore du Deron Williams quasi All-Star. Ça tourne en 18.9 passes, donc ça envoie du sale. À côté de lui, dans les exters, les postes 2-3, tu es avec Joe Johnson et Gerald Wallace. Pour compléter la raquette, à côté donc de Brook Lopez qui est le pivot titulaire, tu as Reggie Evans, qui est souvent titulaire. Reggie Evans, pas très grand, trapu, plus large que long. Les dents qui rayent le parquet au sens propre du terme. Les oreilles qui vont d'une ligne de fond à l'autre. Et alors des rebonds, à plus quoi savoir en faire. C'est pas le premier joueur auquel on pense, mais il est un peu dans le... Parce que c'est une équipe qui a quand même une espèce d'identité un peu... tu vois, entre Gerald Wallace qu'on surnommait Crash et lui... sur les ailes là, c'est physique quand même. Les Nets, c'est grand, c'est physique, etc. Extrêmement physique. Gerald Wallace, c'est un grand malade mental. C'est un athlète de fou furieux, un ailier hyper polyvalent qui sait faire. Défensivement, c'est un fou. Et offensivement, il a un geste de shoot un peu bizarre qui a joué sur ses pourcentages tout au long de sa carrière, mais il sait faire plein de choses. Scoreur, en fait. Alors en transition, pas forcément shooter, mais scoreur. Et entre lui et Reggie Evans, ça contribue fort au rebond.
Fort. Ça vient ce qui fort. Compense entre guillemets d'ailleurs, on le verra, les faiblesses de Brook Lopez dans ce secteur, qui est pas le mec le meilleur. Même Joe Johnson, c'est pas un rebondeur de ouf et tout. Et sur le banc, t'as pas mal de petits joueurs moi que j'aimais bien, hein. Keith Bogans, moi j'aime bien. Arrière, qui s'est shooté, qui sait faire pas mal de choses. Qui a joué aux Bulls aussi d'ailleurs. Qui a joué aux Bulls aussi, tout à fait. Il y a CJ Watson. J'en dis pas plus. Simon vous en reparlera quand on parlera du match 4. André Blatch. André Blatch, ça fait plaisir. André Blatch, qui fait une bonne série, on va en parler. André Blatch qui est un peu le facteur X par excellence, c'est-à-dire que c'est un mec qui peut rentrer, faire n'importe quoi, mais comme d'un coup mettre 4 paniers de suite. Un vrai talentueux. Bobby Portis, c'est un peu. Il y a de ça. Tu vois. Étrange aussi. Ouais, et très étrange. C'est pour ça qu'il me fait penser à Bobby Portis. Passé par les Wizards, Nick Young, machin, enfin la colonie de vacances là. On a Chris Humphries, Monsieur Kardashian. Qui est une sorte de 4 rebondeurs. 4 rebondeurs qui peut jouer petit 5 ou c'est André Blatch qui joue 5. Enfin, voilà, c'est un costaud et tout. Costaud. Et puis j'en parle juste comme ça vite fait parce que moi je l'adorais à l'époque, mais ça n'a rien donné pour lui. Marshawn Brooks. Honnêtement, moi, Marshawn Brooks, quand il arrive en NBA, je suis là genre trop cool. Le petit le talent et tout. J'étais là genre, lui, quand il faut mettre un panier, ça commençait déjà à parler de plafond à la Kobe et tout. C'était extraordinaire, Marshawn Brooks. On s'est calmé assez mais vite. Il avait un flow. Il avait un vrai flow, un style. Un flow de ouf. Petit afro, machin, et joueur quand même très flow élégant. dans la gestuelle, très élégant, le dribble très et tout. Un bucket getter, hein, vraiment. Et ça a pas, c'est pas devenu Kobe, hein. Non. Je le cache pas. Non. Et en face, puisqu'on va aller au bout des protagonistes, on a les Bulls. Donc les Bulls orphelins de Derrick Rose. Donc leur meneur titulaire, c'est Kirk Hinrich, pardon. Donc Captain Kirk. Ouais, une sorte de vrai, je sais pas, cerveau, pas le plus, mais vrai cerveau, vrai meneur. Gestion du tempo, tout ça. Capable de bien shooter. Et dur au mal. De toute façon, cette équipe, Kirk Hinrich. Jeune Jimmy Butler. Alors, jeune Jimmy Butler, ça jouait dur, hein, ça rigolait pas du tout. Lou Holding, ça jouait dur. J'avais oublié à quel point Lou Holding, il a un impact défensif. Il est grand et tout, il est long, lui aussi il joue dur. Hein. Carlos Boozer joue dur parfois, pas toujours. Mais il joue. Par contre, fort joueur à l'époque. Hein. Joachim Noah, pour le coup, dans le style je joue dur. Voilà, Joachim Noah. Donc 5 majeurs défensifs qui jouent dur, qui certes manquent parfois un peu de spacing et tout, mais le ballon circule, ils essayent de trouver des choses, mais ils n'ont pas leur étincelle, leur franchise player Derrick Rose. Et sur le banc, ils ont pas mal de joueurs qui sont intéressants et qui vont être incroyables pendant cette série. Il y a Nate Robinson, il y a Marco Bellinelli, il y a Nate Robinson, il y a Marco Bellinelli, qui c'est qu'il y a d'autres? Il y a Taj Gibson. À rotation intérieure. C'est les 3 joueurs les plus importants de la rotation de ces Bulls, je pense. Hein. Après, il y a d'autres joueurs qui ont participé un petit peu à la fête, mais c'est ces 3 joueurs-là les plus importants. Et je te complète, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tu as 4 titulaires sur les 7 matchs de la série. Tu as tout le temps en fait Boozer et Noah dans la raquette, évidemment. Et tu as tout le temps Jimmy Butler qui est titulaire. Et en fait, les autres, tu as Nate débute 3 matchs, Bellinelli en débute 2. Oui, mais c'est parce qu'il y a des blessures. Oui, voilà, c'est en alternance. Et c'est là où c'est parce que ces Bulls, non seulement ils démarrent la série et ça finira les protagonistes, ça va nous emmener vers le match par match, mais non seulement ils démarrent la série orphelin de Derrick Rose la saison et tout, mais en plus pendant la série, genre t'arrives au match 5, les commentaires, comme moi j'ai regardé des matchs là, les commentaires c'est genre oui, alors il leur reste plus grand monde, alors il y a quoi dans le 5 majeur ce soir, enfin il y a un côté ils sont dans l'épreuve par les blessures, parce que le 5 original au départ de la série, c'est donc Hinrich, Butler, Deng, Boozer Noah. Et le 5 qui va démarrer le match 7, c'est Nate Robinson, Bellinelli, Butler, Boozer Noah. Il y a ni Deng ni Kirk Hinrich pour démarrer le Game 7, puisque cette série va aller en 7. On va passer au match par match. Avec plaisir. Je te propose un truc très simple pour le match par match, c'est que le match 1, il n'y a pas grand chose à en dire. Je vais vous montrer ici, je vais m'ouvrir, à moins que ça ne soit pas déjà fait là, excusez-moi. Non, ça c'était les rosters, donc je vais m'ouvrir, peut-être que je l'ai fait ici. C'est là. Voilà, hop, regardez-moi ça, ici, boum. Match 1, 109-86 pour les Nets qui sont donc à la maison. 106-89. 106-89, pardon. Il n'y a pas grand chose à en dire. C'est une victoire tranquille de la part des Nets à la maison. Serein. Les Bulls n'arrivent pas à faire fonctionner leur attaque. Moi, j'ai revu le match.
comme ça en me disant c'est vrai qu'ils mettent 89 points les Bulls. Franchement, les Nets défendent pas si bien. Ça rate du tir ouvert, ça rate des passes, ça attaque pas dans le bon tempo. Jeune Jimmy, parfois il est pas toujours à l'endroit où il faudrait. Joakim Noah et Boozer qui normalement sont si complémentaires, tu sens parfois qu'il y a un manque de spacing. C'est pas 2025. Catastrophique. Et donc ils se font tabasser par des Nets qui attaquent bien. Les Bulls essayent de bien défendre, mais les Nets c'est équilibré. L'attaque, Joe Johnson, Brook Lopez, Deron Williams, tu vois, vraiment le Big Three, entre guillemets, si on peut l'appeler ainsi. Des Nets dominent. La série démarre vraiment au match 2, en fait. Elle démarre vraiment au match 2 parce que là, tu as une victoire des Bulls qui mettent un cadenas. Donc le match 2, 90-82. Effectivement, les Nets chez eux mettent que 82 points. Alors qu'ils viennent d'en mettre 106 au match d'avant. Tu as un cadenas avec une défense hyper agressive, hyper haute. Ça essaye de pas switcher, de résister dans les écrans. Même Boozer fait bien les efforts. Joakim Noah est extraordinaire en patron de défense. C'est-à-dire que il dirige tout le monde, il gueule, il se bat au rebond, sur les switches. Moi j'avais zappé en fait, revoir les matchs de cette série. C'est vrai que Noah en fait il se fait switcher, il est devant Joe Johnson ou Deron Williams, il tient à peu près la route du haut de ses 2m13 et ses 110 ou 115 kills là. Il bougeait bien latéralement, bien mieux que Boozer en fait. Limite de toute façon la cible préférée des Nets c'était Boozer. C'était la cible préférée des Nets. Et l'avantage aussi des Bulls, c'est que Boozer peut toujours être planqué sur un Reggie Vance ou un Chris Humphries ou des trucs comme ça. Il manque en fait aux Nets un 4 dangereux. Alors c'est pour ça que Blatche peut rentrer, parce que Boozer en fait défend pas, mais c'est pas grave. C'est pas très grave, ils peuvent le sanctionner. Tout à fait. Et ça défend hyper bien. Tu as 3 joueurs des Bulls qui seront en double-double point rebond sur ce match. Je vais vous sortir la feuille. C'est Joakim Noah, Lou Holding et Carlos Boozer. Là, je vous mets la feuille de match. Voilà, c'est ça. C'est la feuille de match du game 2. Pardon. Donc, vous voyez, 15 points, 10 rebonds pour Lou Holding. 13 points, 12 rebonds pour Carlos Boozer. Et Joakim, 11 points, 10 rebonds. Bon, il y a j'ai bien dit que 2 contres dans ce match de Joakim. On y revient plus tard sur le niveau de contre de Joakim Noah et la terreur défensive que c'était déjà à l'époque. 4 rebonds offensifs. Ouais, non, au rebond offensif, il faisait du mal. Mais ça, par contre, au rebond offensif, si tu check, tu verras que notamment Brook Lopez fait un peu des efforts et grâce à du Humphries aussi qui vient aider. Ils arrivent, là, j'ai plus à l'écran, mais je vous le remontrerai plus tard. Ils arrivent à rivaliser un peu les Nets. Toujours est-il que les Bulls, comme on en parle souvent dans les séries, ils font le boulot. Et en fait, on se retrouve au bout de 2 matchs à Brooklyn. Il y a un partout, direction Chicago. Ça, c'est quand même très important à noter parce que ces Bulls pas favoris et avec leur attaque poussive, parce que là, ils gagnent le match en mettant 90 points. Ils parviennent. Attends, je veux bien voir un truc. Vas-y, dis-moi. Ils ont pris combien de 3 points pour voir juste dans les standards de l'époque? Je crois que c'est 3 sur 12 que j'ai vu passer très vite. 3 sur 12 les Bulls. C'est pas un carton, Alex. Non. 3 sur 12, c'est sur des 48 minutes de basket. Et les Nets, qui sont quand même beaucoup plus une équipe de shooters, eux en ont pris 21. D'ailleurs, ils sont à 4 sur 21. C'est dégueulasse. Après, quand tu revois le match, tu vois que Reggie Evans est un problème pour le spacing, t'en parlais très bien, est un problème pour le spacing des Nets. Ça cherche des solutions, car les IMO essayent des choses, mais ça reste bien dégueulasse. Faut dire aussi que la défense des Bulls, c'est vraiment une défense qui permet très peu de pénétration. Et alors, sur les extérieurs, vraiment, c'est des malades. Lou Holding, Butler, Kirk Heinrich et tout, les mecs ne rigolent absolument pas et font vivre un gros calvaire aux attaquants adverses. J'en arrive au match 3. Là, le match 3, les Bulls, chez eux, le public. Dans une review précédente, on a parlé de série où le public était en feu. Là, le public de Chicago, il rigole pas du tout. C'est une guerre de tranchées, le match 3. Mais une guerre de tranchées. C'est Jardin. Il y a 79 à 76 pour les Bulls. Les deux équipes sont sous les 80 points. Les deux, je répète, les deux équipes sont sous les 80 points. Et là, dans ce genre de physionomie de match, si on devait faire de l'analyse aujourd'hui, on dirait oui, évidemment que c'est un match pour les Bulls. Un match guerre de tranchées où ça va pas vite, où ça joue dégueulasse. Et au milieu, il faut le reconnaître là pour le coup, parce que c'est
pas du tout un joueur dont j'ai kiffé la carrière et tout, mais il a été All-Star, il a fait des belles choses et tout. Le match de Carlos Boozer dans cette guerre de tranchées, une dinguerie le match de Carlos Boozer, vraiment un gros match. 22 points, 16 rebonds, 3 passes d'ess. À côté de lui, il y a Joachim Noah qui rate tout, il y a Lou Holden qui est un peu shaky et tout machin. Carlos Boozer, il est tabasse à mi-distance avec son shoot si tu sais, de derrière la tête un peu et tout. Il vient se bastaille au rebond. C'est très impressionnant. C'est vraiment l'homme du match. C'est vraiment son game. Tu vois, dans les autres séries de l'été là qu'on a fait, on a essayé de détailler et tout. Le game 3, qui est un game pivot. C'est le Boozer game. Bah, c'est un game pivot. Ouais. T'es à 1 partout, ça revient à la maison. Tu te retrouves dans une guerre de tranchées et t'as Carlos Boozer qui envoie du sale. Donc là... C'est quoi? C'est souvent, il est servi poste haut, il joue du 1 contre 1, il score des petits shoots un peu à la David West, mais il est servi poste haut beaucoup. Ouais. Il prend beaucoup de mid-range. Ouais. Parce que les mecs, c'est pas forcément sous le cercle avec des moves, c'est plus du shoot mi-distance. Il y a du poste en fonction des adversaires, c'est-à-dire que ces Bulls-là jouent bien technique. Ouais. C'est-à-dire que bien tactique, pardon, excuse-moi. C'est-à-dire qu'il y a des mismatchs que tu vois. Qui sont exploités, ouais. Boozer, par exemple. Sans faire offense à un type comme Reggie Evans ou même à Chris Humphries, Boozer, il leur fait la chanson. Boozer, il leur fait la chanson. Il leur fait la chanson souvent. Après, Gerald Wallace est un excellent défenseur, mais même si c'est un très bel athlète, Boozer, c'est un pépère. Ouais, il est costaud, Boozer. Boozer de haut panier, quand il recule, il est costaud, il a des grosses épaules et tout, puis là, il nous met des N1, N1, machin et tout. C'est vraiment le Boozer. Par contre, il gueulait tout le temps. Il gueulait de ouf et tout. Et donc, vraiment très bon, très précis. Boozer, en fait, là, je vais regarder la feuille, je vais vous la mettre à l'écran. Hop, elle est tu nous disais 22-16 ? Ouais. Hop là, on arrive. Alors 22-16, 22 ça paraît pas énorme, mais vu que c'est un quart des points de son équipe en fait. Et c'est à 9 sur 15 au tir. Il prend pas de 3 points. Il n'y a pas de 3 points à cette époque. Dieu merci. Lou Holden est également en double-double, mais vous voyez, il est à 1 sur 6 de loin, donc il croque un peu plus. Mais Lou Holden croque parce qu'en fait, Kirk Heinrich, c'est pas un joueur très offensif. Noah est horrible à 0 sur 7 dans ce match. Il défend bien, attention. Mais offensivement, très compliqué. Et Butler, comme vous pouvez le voir là sur la ligne de stats, je vais pas vous faire un dessin, mais c'est très compliqué pour Butler. Et puis ce qui est intéressant dans ce match, c'est qu'on voit bien les Nets s'appuient dans le banc, mais ils savent pas trop quoi faire. Ils modifient plusieurs fois. En fait, ils n'arrivent pas à se dépêtrer. Il y a Brook Lopez qui surnage un peu offensivement, qui balance 7 contre Brook Lopez, donc c'est quand même très très sérieux. 5 sur 21 à 3 points. On retrouve ce truc. Ils n'y arrivent pas sur la défense des Bulls, donc ils se retrouvent menés 2-1. Ouais. Et là, on arrive au match 4. Match 4, honnêtement, un immense match de play-off. Tu l'as vu, j'imagine, Simon. Oui. Les Bulls mènent 2-1, ils sont chez eux. Match pivot pour les Nets, s'ils le perdent, on sait ce qui se passe quand tu mènes 3 à une série, c'est très compliqué. Tu veux nous en parler un peu, nous mettre dans l'ambiance de ce match 4 ? Moi, en vrai, je me souviens, c'est le match qui en fait, est resté dans la mémoire de beaucoup de gens qui l'ont vu, parce que c'est ces genres de magie de play-off où... alors déjà, c'est la blessure de Derrick Rose qui amène ça, puis où en fait, tu as une espèce de joueur... En plus, il est culte, je parle de Nate Robinson évidemment, qui a gagné des concours de dunk, qu'on a connu au Knicks, qui sont 6e homme, mais qui est une espèce de joueur qui n'a pas vocation à gagner presque à lui seul, j'ai envie de dire, ou à être décisif à ce point-là dans un match de play-off. Et c'est ça la magie, et c'est ce qui nous permet aussi de revenir un peu dans les séries de l'été là-dessus, c'est ces moments où le casting et l'enjeu du coup fait que dans le casting, c'est pas à lui que tu penses. Il n'est pas titulaire. Il n'est pas censé faire une telle performance, et alors je sais plus son nombre de points au total, mais j'ai le souvenir d'un Nate Robinson qui met tout. T'as l'impression que le cercle est comme ça pour lui. 34 points. Et en vrac, il y a des trucs, genre il y a un espèce de 3 points qui est pris sur un appui en flotteur dans un moment. Dans le 4e quart. Ouais, c'est ça, c'est n'importe quoi. En fait, on regardait tout à l'heure avec Simon pour finaliser la préparation de cette émission et tout. Il y a trop de tournants dans ce match. Déjà, c'est un match qui va aller en triple overtime. Ouais, donc déjà rien que ça, matez-le quoi. Déjà, voilà. T'es en triple overtime. C'est-à-dire que Kirk Heinrich joue 60 minutes. C'est pas une blague. Il joue 1 heure. Pardon, je l'ai sous les yeux là. Tiens, je vais vous le mettre. Je l'ai sous les yeux là. Voilà. Vous avez ici le temps de jeu de Kirk Heinrich. 59 minutes et 36 secondes de temps de jeu. Voilà. Aujourd'hui, c'est du harcèlement moral. Aujourd'hui, il va au prud'homme. Lou Holden joue 56 minutes. Boozer joue plus de 50 minutes. Butler 40. Noah 38. Et en fait, Nate Robinson, entre guillemets, il ne joue, comme vous pouvez le voir,
que 28 minutes. Il met 34 points. Okay. Il ne joue que 28 minutes. Et en plus, il va même sortir dans la 3e prolongue. Il va sortir pour 6 fautes. Donc, c'est incroyable ce qu'il fait. Et ce qui est complètement exceptionnel dans ce match 4 de Nate Robinson, c'est son 4e quart-temps. C'est-à-dire que dans le 4e quart-temps, il y a un comeback de fou. Ouais. Les Bulls sont menés, encore tu regardais tout à l'heure, là Simon il me relevait un truc vraiment hyper important. Il y a 109 à 95, je crois, tout à l'heure, le truc que tu me montrais là de CJ Watson, vas-y raconte. Il y a 109-95 à 3-16 de la fin, perte de balle des Bulls, le relance longue sur CJ Watson, qui va au dunk un peu mollement à 2 mains comme ça, et qui en fait gamelle le dunk, la balle quand les 2 cercles ressort, et les Nets à ce moment-là auraient pu être à 111-95. Il avait le couvercle du match. Et il n'a pas été foutu de bien fermer le truc, quoi. Vraiment, et c'est un peu nonchalant et tout. Et en fait, là, je pense que les Bulls se disent, bah nous, on le veut plus qu'eux, quoi. Ouais. Et on va revenir. Il y a ça et globalement, tout à fait, c'est hyper important parce que allez voir l'image, Simon, il m'a montré. Genre, moi, je m'en rappelais plus, mais c'est un truc de fou furieux. Ça m'avait marqué, ça. Le gars, il arrive, il est tout seul, il est seul au monde. Il veut dunker il va à 2 mains en plus, il va à 2 mains pour assurer. Et il rate, il gagne. Et ça ressort. Et du coup, la balle, je crois en plus. Alors, je sais pas la séquence entière, mais je pense que derrière, il ne marque pas. Non. La balle doit revenir. C'est pas comme si en plus elle revenait en jeu, il la remettait et tout. C'est perte de balle derrière, je pense. Ça marque pas. Et comme dans le même temps, t'as Nate Robinson qui est complètement en feu, faut comprendre que Nate Robinson, sur les 34 points qu'il met dans ce match, il y en a 23 dans le 4e quart. Il met 23 points dans le 4e quart. Des drives de fou, des flotteurs, des 3 points. Il y a cette espèce de shoot dont tu parlais. C'est un runner. Vous voyez ce que c'est un runner là quand tu vas vers l'avant à 3 points. Il y en a à moitié une main avec la planche et tout. C'est n'importe quoi. Il est complètement en feu, l'ami Nate. Et voilà, je vais vous. Et c'est visuellement hyper impressionnant dans le sens où il a quand même un style de jeu. C'est pas le plus propre. Il est un peu dans la famille des Westbrook par l'énergie et du coup t'as l'impression, pardon pour la comparaison, mais t'as l'impression de voir une version bizarro de D-Rose en fait. Ou d'un truc comme ça, d'un meneur scoreur athlétique et tout, mais qui fait un peu n'importe quoi. Sauf que c'est pas de la chance non plus, mais c'est pas tout à fait maîtrisé. C'est quand même assez irrationnel ce qui se passe. Et il a toujours été un petit peu fou dans sa tête. Nate Robinson, c'est un mec foufou. On rappelle, si vous connaissez pas bien Nate Robinson, c'est un gars d'1m75. C'est ça. Avec des mollets. Comme ça. C'est même plus de la dynamite là qu'il a dans les mollets. Non. Il a gagné 3 fois le concours de dunk ? 2 fois. Au moins 2 fois. Ouais. Au moins 2 fois. Le type peut monter au-dessus des pivots. Il te claque des claquettes. Allez voir les pieds. Il est drôle. En fait, pardon, mais il est drôle. Il est drôle. C'est ça qu'il marrant. C'est vraiment le lutin expressif bourré d'énergie. Et là, ce soir-là, ça tombe dedans. Gérard Dor ultime, Nate Robinson. Mais vraiment, franchement, moi j'insiste là-dessus. Il est drôle. Tu vois, par exemple, Nate Robinson, moi, un truc qui me vient tout de suite, c'est le fameux match que toi t'aimes beaucoup, c'est le Celtics Knicks. Avec la célébration, tu sais, à Paris Summer, Paul Pierce, quand il se jette sur Paul Pierce, mais qu'il le rate, qu'il se casse la gueule. C'est extraordinaire. C'est les genres de personnes qui sont drôles, même sans le vouloir, je pense. Et je vous jure que même là, quand il met ses points, il y a un côté drôle. Il y a un côté comique presque. Oui. Et donc, grâce à lui, et au bout de l'effort, là j'avais les stats du 4e. Moi j'étais mort de rire. J'étais mort de rire devant le match. Je me disais, mais qu'est-ce qui se fait d'être Robinson, quoi. Exactement. Et en plus, Brook Lopez envoie encore un gros match. Reggie Evans est monstrueux au rebond dans ce Game 4. Mine de rien, Deron Williams, on n'en parle pas trop. Il joue 57 minutes, Deron. Il te fait un 32 points, 10 passes d'ess. C'est un immense match de basket. C'est un match où, pour le coup, par rapport aux 3 premiers matchs, les défenses sont un peu en galère. Les shoots tombent dedans. Il y a des mecs en feu. Deron, il est en feu. Brook Lopez, il met des moves à Joachim et tout. Il lui fait bien du mal et tout. Et en même temps, de l'autre côté, tu te retrouves avec un Joachim Noah qui, lui, normal, c'est pas un joueur d'attaque, mais mine de rien, là, je viens de mettre ses stats sous les yeux. 15 points, 13 rebonds, 4 contre de Joachim Noah. Donc, match fleuve, 3 passes aussi, arraché par les Bulls. Oui, dans une ambiance, d'ailleurs, mais alors, volcan, le truc. Arraché par les Bulls qui, du coup, mènent 3-1. Oui. Ils mènent 3-1, je vous rappelle, au début de l'émission, ce qu'on vous avait dit, rappelez-vous et tout. Ils mènent 3-1. Et la série doit repartir à Brooklyn, parce qu'on va pas non plus rester éternellement sur ce Game 4, mais vous avez compris, c'est une dinguerie. Petit truc, non, mais match 5 pour l'introduire, Kirk Henry se blesse. C'est ça, Kirk Henry blessé. Comme quoi, jouer 1 heure, bon. Blessé ou malade? Non, c'est Lou Holding après qui sera malade. Faut aller vérifier. Mais en tout cas, Kirk Henry n'est pas là. Absent. Sera absent jusqu'à la fin de la série.
Ce qui veut dire qu'au match 5, les Bulls débarquent à Brooklyn. Ils vont se prendre une volée. Brooklyn pas content, mais c'est bien ça. C'est Nate Robinson le titulaire. Ouais. Et il envoie 20 points, 8 passes. Hein. Mais il tient son rang. Tu te retrouves quand même avec une attaque qui n'est que à 91 points. Ok. Et côté Nets, c'est qui... Tu peux nous l'afficher, Bien sûr, je peux vous l'afficher ici. Côté Nets, comme ça on y passe rapidement. Hop là. Côté Nets, on a du 28 points de Brook Lopez, on a 23 points 10 passes de Deron Williams. Et puis on a le banc, André Blatch et CJ Watson qui font leur match en sortie de banc avec respectivement 13 et 11 points. Ça, tu sais que ça fait forcément du mal à la défense de Chicago qui encaisse 110 points. Et une défaite de quasiment de 20 points, 110 à 91. Donc on est à 3-2 et là, on revient à Chicago. Et là, on retrouve une configuration où là les Bulls sont l'équipe qui menait 3-1, exactement. L'équipe qui menait 3-1 a perdu à l'extérieur, ça revient à 3-2. Elle doit finir chez elle. Sauf que les Nets, eux, ils voient pas du tout les choses de cette manière. Et mine de rien, c'est un peu la bourde. C'est un peu ce que j'appellerais la bourde de la série. Tu vois, dans mes notes, j'écris la bourde des Bulls. Quand tu regardes ce match, pourquoi la bourde, ils sont incapables. Comment dire ? Leur attaque, leur défense est plutôt en place. Tu sens qu'ils ont conscience que genre là, ils peuvent pas se rater comme à Brooklyn et tout. Mais toujours ce problème d'attaque, toujours ce problème de gérer les matchs et tout. Et en fait, quand tu re-regardes ce match, bien sûr que les Nets vont faire ce qu'il faut dans le Money Time et tout, mais en fait, c'est dans le premier quart. Le premier quart, ils se font punir. Genre, on va aller voir les stats, mais genre Joe Johnson... mais genre 10-12 points dans le premier quart. Mais tu vois, je crois Brook Lopez, pareil, dès le premier quart, il leur fait des misères. Je vais vous mettre les stats, voilà. Pourtant, c'est serré, hein, 95-92. Bien sûr, c'est très serré. Et ce qui est triste, regarde le premier quart. 33 points encaissés dans le premier quart par les Bulls. Et en fait, tu vois les 6 petits points là, ils les refont pas. De quasiment tout le match, ils ne les refont pas. Je vais mettre, puisque Basketball Référence c'est bien fait, on peut se mettre, voilà. Joe Johnson, 10 points à 5 sur 6 au tir. Brook Lopez, 10 points à 4 sur 8 au tir. Ces deux-là ont mis le ton tout de suite offensivement. Ils ont pris de vitesse la défense des Bulls qui ensuite va se régler. Ensuite, il y a 17-15 dans le troisième quart. Il y a 21-20 pour les Bulls. Dans le quatrième quart, ça, c'est des cartons en rythme Bulls. Mais en fait, ils ratent leur entame. Dans le premier, on en parle là, comme c'est loin, on s'en souvient pas forcément. Donc nous, c'est tout l'intérêt de cet exercice de série. Tu vois, c'est ces matchs où, en fait, les mecs, dans le premier quart, ils se sont fait un peu prendre à froid et de vitesse. Et en fait, il n'y a aucun moment quasiment où, évidemment, qu'ils sont toujours dans le match. Et en fait, après, quand tu regardes avec du recul, tu regardes avec du recul, tu dis putain, c'est dans le premier quart qu'ils l'ont perdu celui-là. C'est quand même un peu triste. Il y a peut-être une explication, tu me disais aussi, Alex, c'est que Deng n'est plus là. C'est peut-être pas pour rien que Joe Johnson sort de sa boîte dès le premier quart. J'ai oublié de mentionner ça. Effectivement, non seulement tu avais perdu Kirk Heinrich, mais ensuite tu as perdu Lou Holding. Et en fait, quelque part, tu rends Joe Johnson, tu rends sa liberté à Joe Johnson pour les Nets. Parce que Joe Johnson contre Lou Holding, je vais te dire, il souffrait. Hein. Enfin, pas que contre Lou Holding, mais parce que c'était match-up, ça tourne un peu et tout. Mais... Et puis là, ton back court, c'est Nate Robinson, Marco Bellinelli. Alors, ça commence à devenir marrant là quand même. Il faut kiffer, il me faut marrer. Bellinelli qui envoie 22 points dans ce match. Hein. Mais défensivement, t'as raison de le préciser, Simon, c'est plus la même. Et surtout, tu te retrouves avec des rotations. Pour le coup, là, Thibodeau, il va faire jouer des Marquis Chris, il va faire jouer Rip Hamilton, mais en fait, c'est un peu plus son cadavre qu'autre chose. C'est vraiment Rip Hamilton. Voilà, c'est ça. Il y a Nazir Mohamed. Alors, après, c'est compliqué au niveau rotation, du coup. Bellinelli, je trouve qu'il apporte un truc, il apporte un peu de spacing. Il prend 9-3 points. Tout à fait. Et Bellinelli, c'est intéressant que Bellinelli joue beaucoup. Je trouve que ça respire quand même un tout petit peu plus. Bon, après, il gagne pas, hein, mais au moins, t'as ça. C'est vrai, tout à fait. Et donc voilà, les Nets arrachent ce match 6. Et donc on va se retrouver à avoir un match 7 à Brooklyn. Et là tu te dis putain, les Bulls ils ont laissé passer le truc quoi. Exactement. C'est pour ça que je parle d'une bourre. Ouais, je comprends. Et ce match 7, honnêtement, c'est un match incroyable. Comme souvent dans les matchs 7, je vérifie, mais oui, on est sous les 100 points. Et oui, on est dans une espèce de semi-guerre de tranchées avec un début de match des Bulls absolument canon. En fait, la première mi-temps des Bulls, elle est extraordinaire. Je vous mets pas les box scores, je vous raconte. Vas-y, Simon. Non, j'allais dévoiler, mais effectivement, on les voit. Premier carton 29-25 pour les Bulls, tu vois, et le deuxième 32-19. Bah là, tu spoil du coup les résultats, mais je pense que les gens le connaissent. Non, mais les Bulls vont gagner ce match 7.
Souvenir d'un match assez... Reggie Miller au commentaire. Ouais. Souvenir d'un match, en fait, du coup, cette série devient un peu le main event sur le moment là du premier tour des playoffs. Et du coup, il y a quand même quelque chose aussi, c'est le... Alors, il y a ce retour à Brooklyn, il y a quand même, il faut le dire, parce qu'on se moque souvent d'eux pour ça et tout, mais grosse ambiance quand même dans la salle, là, à ce moment-là. Bonne ambiance, c'est pas la salle des Bulls, c'est pas le United, mais quand même, et puis du coup... C'est pas le Madison Square Garden, mais ça rend quand même. Et puis, il y a un peu... On retrouve un peu, si t'es Brooklyn, New York, il y a quelque chose, quoi. Il y a quelque chose qui se passe. Et truc tout simplement en vrac comme ça et tout, mais c'est quand même assez... Choke des Nets, je sais pas, mais sur la première mi-temps, on le dit, vous faites le calcul et tout, c'est quoi? C'est 10, donc 29, 21, 30... 15 points d'avance à la mi-temps, un truc comme ça? C'est un mix, 17. Ouais, 17. C'est un mix entre effectivement un peu un choke des Nets, parce qu'il choke, en fait, il choke sur l'intensité. C'est-à-dire que il y a un truc incroyable qui se passe dans ce match, c'est que les Bulls, un peu décimés quand même, je dirais, il n'y avait pas de Derrick Rose depuis le début de la saison, Kirk Henry n'est pas là, t'as perdu Lou Holding, enfin je dirais, pardon, mais genre... Tout peut vite devenir plus compliqué. Et là, en fait, Marco Bellinelli fait une entame de match magnifique, mais vraiment. Carlos Booler fait du taf, et tout ça est concentré autour d'un Joakim Noah qui fait une première mi-temps, mais de malade mental. Il est partout. Défensivement, il est monstrueux. Il prend du rebond défensif et offensif incroyable. Il met du contre dans tous les coins. Et en plus, là, il score. Il score parce qu'il est en mouvement, il score près du panier, hein, il prend pas des 3 points où il n'y a pas de lancer ou quoi, hein, c'est des petits paniers, c'est des rolls, c'est de la contre-attaque, c'est des dunks, c'est des rebonds offensifs, des choses comme ça. À tel point que Reggie Miller qui est au commentaire, il est complètement en extase, et puis comme c'est Reggie Miller, il n'y a jamais de demi-mesure avec Reggie Miller, hein, c'est pas le délire. Et il dit qu'il doit être trop content de voir une équipe de New York se faire taper en plus. Lui, il aime quand ça souffre. Voilà. Et il dit un truc du genre, je l'ai pas retrouvé la phrase, mais je m'en souviens vraiment bien. Il dit un truc, voilà, moi demain, si je suis coach et que je dois choisir un joueur pour construire mon équipe dans un Game 7, je prends Joakim Noah. Donc la phrase, elle claque. C'est le meilleur match en carrière de Jukes. Probablement, ouais. En tout cas, à ce niveau de... Il y a des bons matchs. Il est bon encore plus tard. Moi, je me rappelle aussi quand Rose revient, quand il joue les Cavs. C'est en 2016. Ouais, en fait, depuis le début de la série, il est moins... Là, il a une espèce de fougue. Oui. T'as vraiment ce côté... un Mustang, quoi, au milieu du terrain. Il a vraiment plus d'énergie que tous les Nets réunis, quoi. Et efficace. Parce que depuis le début de la série, il est fort en défense, il prend du rebond et tout, mais en attaque, c'est vraiment pas ouf. Jouk n'a jamais eu tellement de shoot à mi-distance, il rate des choses, il se place pas forcément au bon endroit au bon moment, enfin il y a plein d'approximations. Là il y a tout en même temps, c'est-à-dire qu'il y a son énergie, on sait, et personne n'est surpris de voir Joakim Noah rentrer sur un terrain, un Game 7, et il a pas peur, et dès la première action il se tape sur la poitrine parce qu'en fait ils ont arraché un ballon et il va se jeter, il va mettre la tête où nous on met pas les pieds. Enfin tu vois, c'est Joakim Noah, personne n'est vraiment surpris de ça. Là le truc c'est qu'il y a beaucoup d'intelligence, il y a des bonnes passes, il y a des contres au bon moment, il y a des runs, il y a de la transition, il y a des petits paniers, ça vient chercher les rebonds offensifs, ça relâche le ballon et tout. En fait, il est là. Non seulement il est le moteur, il est le baril d'énergie de ces Bulls, mais en plus, il en est le cerveau. Là, dans ce début de match. C'est très impressionnant à voir. Tu vois, je vérifie, il y a un article en temps réel, il y a un article sur Trash Talk qui revient sur ce match-up de Joakim Noah. Il est All-Star l'année-là. C'est l'année où vraiment, c'est son année, quoi. Il est All-Star. Il me semble qu'il a des votes pour le MVP, hein. Il a des votes pour le MVP et il doit être genre top 5-6 du Deep Boy. Il est partout. C'est le... Alors, vas-y. 4ème place au MVP 2014, défenseur de l'année. Ah, 2014, c'est la saison d'après donc. C'est la saison d'après, mais c'est cette période-là, c'est ces 2 années-là, quoi. Il mène à ce moment-là, c'est les 2 meilleures années au plus haut niveau. C'est 2 années où il est sommet. Donc la première où il est All-Star, celle-là, et après il sera 4ème l'année. Ça le lance en fait, ça crée ce qu'on pensait pas encore, ça crée un Joakim Noah 4ème au vote de MVP. C'est dans la foulée de ce match-up la saison suivante. Il prend... C'est une révélation peut-être aussi pour lui-même d'être le meilleur joueur sur un match 7. C'est ça que je veux dire. Exactement. Et ce qui est très intéressant dans le scénario de ce match 7, ça va te faire plaisir en plus Simon, c'est qu'on première mi-temps full Bulls, mais 3e quart-temps full Nets. Les Nets vont même recoller à un moment, ils recollent à 5 points. Tout le monde a zappé ça. Il recolle à 5 points. Parce qu'on se rappelle la première mi-temps. Si t'es devant, on aurait été devant en train de le commenter. On a fait putain, ils vont le faire les Nets, ils vont revenir d'un truc pareil, tu vois et tout. Et là, ce qui est trop incroyable, c'est que Joakim continue à faire des bons plays. Il y a quelques paniers importants de Boozer, mais celui qui met le couvercle, c'est Bellinelli. C'est Bellinelli
qui met le couvercle sur des spaghettis à la bolognaise façon Nets, quoi. Incroyable. Moi, j'ai ça c'est quand même une sacrée ironie du sort. Mais les Nets jouent plutôt un beau basket. Oui. Avec des joueurs, des joueurs qui se regardent parfois un peu jouer, hein, des Ron Williams, de Johnson et tout. Complètement quand même. Là, ce match-là, il le perd. Il se fait. Même c'est quoi, même Joe Johnson et Deron Williams. Ouais, sur ce match-là, c'est pas les plus. Ça se voit que dans la tête, ils étaient pas prêts. Mais ça leur collera un peu l'étiquette soft. Elle est collée là sur ces Nets-là, tous. Hein. Lopez, Deron Williams. Il y a que Gerald Wallace parce que c'est un malade mental. Gerald Wallace. Lui, tu peux pas lui mettre l'étiquette. De toute façon, tu peux même pas lui coller quoi que ce soit sur le dos. Y a pas. Mais je trouve que c'est vraiment là qu'on définitivement on aura. Brook Lopez traînera toujours cette image un peu. Joe Johnson complètement, D-Will aussi. Enfin, il y a quelque chose qui tue un peu ces Nets-là, oui. ce modèle-là de Nets, quoi. D'ailleurs, on va en reparler plus tard. Donc voilà, les Bulls prennent le Game 7 à Brooklyn. Ils vont se qualifier pour les demi-finales de conf, lors desquelles ils vont affronter, c'est quoi? C'est le Heat qui les sort? Je crois. Je sais même plus, tiens. Alors, tiens, on va les regarder. Je vais dire ça. Ouais, regardons en temps réel. On va les regarder. Ouais, c'est le Heat qui les sortira 4-1 derrière. Bon, après, en 2013... Le Heat qui va gagner de Heat contre les Spurs, ils vont être en mode back-to-back, bien sûr. 2013, c'est la première. Le Heat de 2013, les Bulls ont pris 4-1. Il fallait pas pousser le délire trop loin. Non plus. Si les Bulls avaient fait le Heat de 2013, attention. Ça n'a pas été le cas. Je te propose la petite pause habituelle, rigolote. Ouais. On va poser des top 3. Donc là, je vais me connecter ici. Hop là. Vas-y, réfléchis. Nets, Bulls. Je vais te... Écoute Alex, j'ai du mal, je te le dis franchement. Déjà, procédons, on va être méthodique. Ouais. Sans forcément parler d'ordre, je voudrais déjà qu'on essaie de se mettre d'accord. Après, on classera l'ordre. Tiens, regarde, je te propose un peu ça. On va le faire en live avec les gens. Moi, déjà, Joe Johnson et Deron Williams sont trop soft. C'est des bons joueurs. Mais dans la série là, je pense qu'ils sont écartés du podium. Hein. On est d'accord. Je sais pas. Tu sais pas toi? Non, je sais pas. Je t'écoute. Moi, je t'écoute très très fort. C'est comme ça. Je pense que je retire des rendus parce qu'on les attend plus dominants. Ils sont pas bons dans le match 7. Ils empêchent pas le truc et tout. Je les écarte. Là, j'ai mis le tableau. Les gens, ils attendent. Hein. Ouais, les gens, ils veulent des noms. Non, mais c'est compliqué. Je pense que dans le top 3, quel que soit l'ordre, il y a sûr et certain. Pour moi, il y a Noah. Il doit être dans les 3. Joachim Noah doit être dans les 3. Brook Lopez doit être dans les 3, je pense, parce qu'il est quand même dominant sur l'ensemble de la série, après avoir le classement. Et après, soit on valorise vraiment Nate Robinson, ce petit foufou, mais comme tu l'as dit au début de la série, c'est pas qu'il est pas là, mais il est remplaçant, tout ça et tout. Je crois que je fous Boozer dans mes 3. Tout à fait, t'as Deng aussi, mais Deng rate des matchs. C'est ça. Donc à cause des blessures... Donc alors attends. Mais le problème, c'est que j'ai pas mon ordre. J'ai mon... Allez, on y va. Tu veux pas m'aider? Tu veux pas mettre le tien là? Allez, si je te mets le mien, si tu veux. Est-ce que t'as les 3 mêmes? Non, mais déjà, Alex, attends. Est-ce que t'as les 3 mêmes? Non. Moi, mon podium est composé. Ah ouais? Bah non. T'as Nate? Ah oui. Et tu sors Boozer? Oui. Il faut bien faire des choix. Non, je comprends. C'est très difficile. Donc ça veut dire que moi, je mets pas Nate et je mets Boozer en 3. Merci déjà, tu mets. Ça veut dire que Boozer est le 3. Je me cache. Non, bah ça veut dire que Boozer est mon 3. Est-ce que Nate est ton 3? Oui. Ah, quand même. Je pense que... Ok, donc moi j'ai Boozer en 3. Moi je mets pas Nate. Je trouve quand même... Le match 6 c'est incroyable. Tu sais quoi, je te mets mon podium. Franchement, entre 1 et 2, donc c'est Noah, Joachim ou Brook Lopez. Hop. Je vais bien voir ça. Faut voir si ça marche en live. Attends, mais j'essaye. Attends, je ferme les yeux. Moi, je pense quand même que... Allez, je mets Joachim premier parce que le match 7 fait que ça fait basculer la série. Donc je mets Joachim premier. C'est ce que je viens de faire. Ouais. Moi, j'ai Joachim Noah en 1. Ouais. Brook Lopez en 2. Allez. Et j'ai Nate Robinson en 3. Et donc moi, je fais Joachim Noah, Brook Lopez, Carlos Boozer quand même. Parce que, écoute, je le regarde là en temps réel. Carlos Boozer sur l'ensemble de la série. C'est le meilleur score des Bulls. Alors, putain, Nate, il a 17 points. Mais l'autre, il a 17-4. Carlos Boozer, il est quand même en double-double sur la série. Ouais. Et surtout, moi, je trouve, on oublie, mais il est à droit, en fait. Ah non, mais il est à plus de 50% au-dessus. Sur la longueur de la série, c'est le meilleur Bulls. Sur la longueur de la série, en dessous de Noah. Carlos Boozer est le meilleur joueur offensif des Bulls. C'est ça. La longueur. Après, il y a évidemment les explosions de Nate Robinson. Ouais. Qui évidemment, après il devient titulaire en plus à la place de Kirk Henry. Toi, t'as carrément pas Boozer dans le podium. Non, j'ai pas Boozer parce que j'avais envie de mettre Nate Robinson parce que c'est pas contre Boozer, c'est pour Nate Robinson. Pour moi, Joachim Noah est le meilleur joueur de cette série parce qu'en fait, c'est difficile de mettre un clair meilleur joueur de cette série. Joachim Noah, je te donne juste... Pardon, je te coupe 2 secondes, mais c'est intéressant quand même les stats. Joachim sur la série est donc à 11 points par match, 9,9 on va dire bon.
Mais tu vois, il est qu'à 11 points au scoring. Par contre, effectivement, il est à 3 contre. 3 contre et plus de 2 passes quand même. Et oui. Plus de 2 passes. Et puis, après, les passeurs des Bulls. Et puis, il y a plus d'une interception. Le meilleur passeur des Bulls, c'est Kirk Henry avec 5-8. Voilà. Après, il y a du Deng. Deng, s'il fait toute la série, tu sais qu'il gratte le podium vu son niveau défensif dans la série. Oui, je pense que Deng, effectivement, il pourrait. Mais moi, je mets Joakim Noah meilleur joueur de cette série parce qu'en fait, c'est quand même une série où il y a plusieurs matchs un peu guerre de tranchées. Et en fait, dans les matchs guerre de tranchées, Joakim Noah, il est incroyable. Ensuite, il s'est raté offensivement sur 2 matchs où il se rate bien. Mais après, il finit à 11 points. On n'attend pas tellement plus. Il se bat au rebond. Et dans les moments où il a fallu être là, sans Joakim Noah, t'as pas cette première mi-temps du Game 7. Tu ne l'as pas. En fait, Joakim Noah, ce qui est assez impressionnant dans cette série, il s'est transformé en leader vocal, en leader des Bulls, et il en est le patron défensif. Donc pour moi, vu que les Bulls ont gagné la série, c'est le meilleur joueur de la série. C'est pour ça que, tu vois, j'ai fait la réflexion en même temps que toi. C'est pour ça que je mets Noah en premier. En fait, je me suis posé un truc rapidement là pour trancher. Je me suis dit, je suis le coach des Nets. On me laisse la possibilité de priver les Bulls d'un joueur, mais je prends Noah lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi sur la série. Et dimanche aussi. C'est ça qui est fou. J'enlève Noah. Je sais que si j'enlève Noah, je gagne cette série. Alors que j'enlève Boozer, faut voir. Me dis, ça m'arrange, mais il faut voir. Je trouve que de retourner comme ça, ça aide la réflexion. Et puis c'est l'illustration de cette espèce d'adage qu'on dit toujours. Tu sais, c'est quand le jeu devient dur que les durs deviennent bons. Là, c'est Noah. C'est Joakim là, complètement. Quoi. Donc voilà. Et puis Cocorico, merde. Ben oui, en plus. Et puis ils ont. Et toi, tu mets Nate alors. Moi, je mets Nate Robinson parce que il fait une bonne série en sortie de banc. Quand il a fallu envoyer du sale dans un match en triple overtime, sans lui, il y a 2-2. Il y a 2-2 parce que ce qu'il fait dans le temps réglementaire, il n'y a pas de triple overtime. Sans lui, voilà. Parce que oui, CJ Watson, il rate le dunk, machin et tout, mais Nate Robinson, ce qu'il envoie dans le quatrième quart. C'est cette folie, l'esprit. Non, je trouve que ton podium est mieux dans le casting. Tu vois, il faudrait Nate Robinson dans le podium pour le casting. Donne-nous ça aujourd'hui avec les réseaux sociaux d'aujourd'hui, c'est n'importe quoi. On est en majuscule tous là. S'il nous fait un truc pareil dans un quatrième quart avec un comeback et 3 overtime derrière. Non. Donc je l'ai mis dans mes joueurs. Pas de... On est d'accord. Deron Williams, John Johnson. On met Brook Lopez en 2. Pourquoi ? Pour dire quand même... Toi aussi, tu l'as en 2. Il est quand même... c'est de loin le meilleur joueur de Nets. En fait, il a 22 points, 7 rebonds, 3 contre. Et on se le dit, il se cope. C'est quand même Noah est sur lui, en fait. Et il est dominant. Alors qu'il y a Noah, quoi. Il est dominant. Il pose des petits hooks. Il joue bien au poste. Il provoque des fautes. Beaucoup de fautes. Il met quand même des contres. Alors, on le critique. L'attaque des Nets, c'est lui, en fait, sur cette scène-là. Avec Deron quand même. Mais Joe Johnson parfois un peu en dessous, même s'il y a eu quelques bons matchs. Mais surtout, il est le point d'ancrage offensif. Et ok, au rebond, on critique, trop soft et tout. Dans le combat, il s'est fait manger. Par contre, il y a quand même eu du contre. Il y a quand même de la protection. On a déjà les prémices du Brook Lopez qu'on a vu après champion NBA avec les Bucks. Tu vois, ce Brook Lopez qui peut écarter la défense et défendre le cercle. Il shoot de loin, mais pas encore derrière la ligne à 3 points. Mais il shoot effectivement à 2-3 pas, on va dire, à l'intérieur de la. Et puis il a vraiment des nouveaux postes, il y a une grosse technique. Tu sais combien il prend de 3 points sur la série ? Non. Sur la série, hein. Non. Essaye de deviner là, comme ça, la volée. Je sais pas. 6. 1. il le met. 100%. Voilà, ça change avec aujourd'hui. Et on pourrait rajouter un petit truc. Moi, j'ai l'impression, mais c'est pas là, je te mets ça en plus. On va pas vas-y. s'éterniser. Mais le flop de la série, c'est Joe Johnson. Je pense, ouais. On est d'accord. Si Joe Johnson se démarre, et on le voit d'ailleurs quand le Holding n'est pas là tout de suite, tu vois ce que je disais. Si Joe Johnson arrive un poil plus à exister, je pense que les Nets passent. Ouais, puis attends, il se retrouve face à Bellinelli. Sans faire offense à Bellinelli, Joe Johnson, il doit le manger tout cru. Et John Butler est déjà un très bon joueur. On nomme seulement maintenant Butler, mais Butler en fait, il est oui. C'est l'année d'après qui sera vraiment, tu sais, quand il va défendre sur. Là, il est role-player. Après, là, il va défendre sur LeBron, et puis après, il va vraiment commencer à grandir. Mais là, il est vraiment jeune. Et puis, c'est quand Derrick Rose revient, en fait, aussi, tout que lui garde. Ouais, je comprends. Là, on est encore il est sur. Jeune. C'est pas sa série. Donc, voilà pour le top 3. Super. Petite discussion un peu animée. Il va être temps de poser une morale de cette série et une conclusion. Je te donne la parole, Simon. À quoi te fait penser cette série ? De quoi tu as envie de nous parler ? Quelles sont les conséquences de cette série ? La série, en fait, je trouve que sur la série, on a été complet et tout. Ce qui est marrant, c'est de relier un peu avec maintenant, avec aujourd'hui. Il faut savoir que les Nets, après ça, ils l'encaissent mal, ils la digèrent mal un peu cette... Enfin, je sais pas, mais en tout cas, toujours est-il qu'ils perdent cette série et ils décident à l'été suivant, l'intersaison suivante, de transférer donc leur ailier titulaire
Gerald Wallace, Chris Humphries qui était plus ou moins le 6e homme, etc. dans la rotation, mais aussi Reggie Evans, le 4 titulaire, Keith Bogans et surtout 3 pics. Ouais. 3 premiers tours. À ce moment-là, ils pensent qu'ils vont être bons sur le long terme, donc ils se disent c'est pas grave, ce sera des pics en fin de premier tour. Mais alors, je veux dire, s'il y a eu plus grosse, ils ont complètement mal compris ce qu'ils étaient en train de faire. C'est Billy King d'ailleurs, hein. Les Kings, faut pas leur laisser que ce soit Billy ou Sacramento. Le mec envoie tout ça. Donc les 3 premiers pics, je te le donne comme ça, je reviendrai là-dessus après. C'est 2014, 2016, 2018 et un swap 2017. C'est important. Pourquoi ? Parce que ça va à Boston contre Kevin Garnett, Paul Pierce et Jason Terry. Ouais, Jason Terry, tout à fait. Les vieux. Les Nets, évidemment, vous le savez déjà. Alors, pourtant, le 5, le début de l'année suivante, on a donc un 5 Terrence Williams, Joe Johnson, Paul Pierce, Kevin Garnett, Brook Lopez, couve de Sport Illustrated, tout ce que tu veux et tout, machin. Prokhorov qui dit c'est parti et tout, New York c'est à moi, Jay-Z, Alicia Keys, tout ce que tu veux, là, je sais pas quoi. Sauf que c'est les Celtics qui ont fait la bonne affaire. Et puis, alors, c'est même plus une bonne affaire, puisque le pic, je reprends bien, le pic 2016. Déjà en tant que tel, Pierce et Garnett ils sont rincés en fait. Ouais. Surtout sortis du moule Celtics en fait. C'est la saison-là où Garnett il se fait genre chambrer par Bargnani dans un match. Ouais, je te rappelles de ça ? Ouais. Genre il y a Bargnani qui fait à Garnett mais t'es qui ? Et Pierce ça lui plaît tellement pas qu'il préfère se barrer aux Wizards que rester là. Hein. Et le pic, je reviens au pic, donc je te redis, premier pic 2014, donc tout de suite de l'été là. 2016, 2018 et le swap 2017. Le pic 2016 Alex c'est Jaylen Brown. Piqué je sais plus 5, 6... 3, 4. Je sais plus. Ouais, c'est 3 de la draft de Ben Simmons. Ouais. Et le pic 2017, ils effectuent le swap. Les Nets à ce moment-là, ils sont premier pic en fait parce qu'ils sont nuls. Ouais. Donc c'est le premier pic des Nets qui devient du coup propriété des Celtics. Qui en plus arnaque derrière, je sais plus. Les Sixers évidemment. Et en fait, ils ont Tatum en 3. Et ils prennent Tatum en 3. C'est extraordinaire. Donc il y a des conséquences énormes de cette série. Ça a complètement cassé ce que les Nets étaient en train de construire. Et en plus, comme vient de vous l'expliquer Simon, ils ont pris une décision catastrophique. Mais les Celtics, là, on parlait encore de Jaylen Brown. Enfin, tu vois, c'est extraordinaire. Et on peut même se dire, on en revient à Joe Johnson. Imagine si Joe Johnson, il est un peu plus mordant que les trucs que les Nets passent, qui passent encore un tour et qu'en fait, machin, peut-être il n'y a pas le trade. Peut-être il n'y a pas de titre des Celtics. Peut-être il n'y a jamais les fans des Celtics qui regardent cette vidéo là. Et les Nets, dites merci à Joachim Noah et aux Bulls. Et les Nets auraient pu rejoindre la timeline, ce qui n'était pas si dégueulasse, le D. Will, Gerald Wallace, Joe Johnson, Brook Lopez, et en fait y intégrer 2 ans après Jaylen Brown non parce qu'ils n'auraient pas eu des pics aussi. Oui, bons. Je dis n'importe quoi là par contre. Mais ils auraient pu intégrer des rookies. Mais ils auraient pu intégrer des rookies. Pas fait straight. Jaylen Brown c'est trop, c'est trop. Tatum c'était. Ils l'auraient pas eu. Enfin ou alors il y aurait une dinguerie quoi. Non. Et il y a donc ça conclut le truc, ça montre que effectivement il y a un premier tour comme ça peut avoir des conséquences absolument abyssales. C'est le titre des Celtics en fait. Et c'est le titre des Celtics, c'est Billy King qui va dégager, c'est Sean Marks qui va reprendre les commandes. Enfin, il y a plein de trucs. Et il y a une autre morale que j'aime bien dans cette série, c'est il y avait quand même une équipe de Brooklyn avec des gros joueurs, des Ron Williams, des stars et tout machin. Et en face, il y avait une équipe amputée de son franchise player, mais un gros collectif plus un gros cœur, tu peux quand même soulever encore des montagnes en NBA en fait. Ouais. Et cette série, elle en fait partie. Montagne, c'est peut-être un peu beaucoup pour ces Nets-là, mais tu vois ce que je veux dire. Un obstacle. Genre, des obstacles, t'as pas d'Eric Rose. Tu perds Kirk Heinrich en cours de série. Après, tu perds Lou Holding. C'est ça qui est drôle. C'est l'accumulation des blessures et les mecs, next man up. À la fin, t'as l'impression que s'il y a un match 8, il y a Thibodeau qui aurait joué quoi. Un 5 majeur de Game 7 avec Nate Robinson, Marco Bellinelli en bas courte. Excusez-moi, pardon. C'est le bord des Kings quoi. Normalement, tu le gagnes pas. C'est fou. Puis normalement, tu gagnes pas ce Game 7. Non. Donc ça, c'est une des morales de l'histoire. Gros cœur plus gros collectif, beaucoup de choses sont possibles. Ouais. C'est la fameuse patterning théorie qui était développée par Ben Simmons, mais quand ton leader se pète. Parce que ça commence par ça, Derrick Rose se pète et en fait ils vivent sur l'énergie, toute la saison tu l'as bien expliqué, on va conclure là-dessus, mais ils vivent sur l'énergie de sans notre leader. Je pense que les gens, dans mon souvenir au début de la saison, disaient les Bulls désolé, il n'y a pas Rose, ciao, vous êtes pas sur la carte. En fait son 5e. Et à l'orgueil, les mecs disent on va finir 5e, on va taper les Nets. Au milieu de la série, il y a quand même des gens pour dire bon c'était bien joli après le match 4 là, mais vous avez perdu Deng, vous avez match 4-5 là, vous avez perdu Kirk Heinrich, vous avez perdu Deng. Et vraiment sur l'orgueil, le truc de montrer de pas lâcher. Jamais lâcher et surtout de prendre l'opportunité parce qu'il y a de la place. Nate Robinson, ça doit être le seul match de playoff, tu vois, il joue autant, dans un 4e quart-temps, il a la balle en main et tout, c'est extraordinaire. Faut rendre ses lauriers à Tom Thibodeau là-dessus aussi. Moi je trouve que c'est peut-être l'équipe la plus Thibodeau de toutes les Thibodeau, celle-là. Ah ouais.
c'est la plus Thibodeau de toutes les équipes de Thibodeau. Clairement. Ouais, clairement. C'est une bonne conclusion, ça. Tu vois, ouais, c'est pas mal. Voilà. Sur ce, Bulls Nets 2013. Ouais, super. On se retrouve très bientôt. On espère que une autre petite série de l'été. On espère que ça vous plaît, cette série de l'été sur les séries, quoi, les grandes séries. Si vous avez des idées, vous pouvez toujours nous les mettre en commentaire. On regardera ça et puis ça servira forcément à un moment ou à un autre. Mais il y a tellement de séries sur lesquelles on peut revenir. On verra. On vous donne rendez-vous à la prochaine. Vous verrez, belle petite série à venir. Ciao, ciao. Ciao, ciao.